Voilà, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être chez vous ce soir pour parler sport. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. Au sommaire de cette émission du football avec la deuxième journée de la phase de poule des Coupes africaines interclubs avec notamment le nul blanc de 0 but partout concédé par Diable Noir à Luanda face au Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, au handball, nous reviendrons sur la finale du tournoi de mise en jambe. Finale entre la DGSP et l'AS Auto, avec notamment le carton rouge infligé à l'ailière de la DGSP, Chanel Mambou, en tout cas sur le 7 mètres que cette dernière aurait, qui aurait heurté le visage de la gardienne de l'AS Auto. Est-ce que les 7 mètres de Chanel avaient heurté le visage de la gardienne de l'AS Auto ou bien le ballon avait heurté sa poitrine? En tout cas, dans cette émission, nous y reviendrons avec ralenti. Mesdames et messieurs, nous irons du côté du gymnase de Kintele où s'est bouclé le stage de formation organisé par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Voilà tout donc pour la vitrine de cette émission sur ce plateau. Sagesse Mbongo, Sagesse, bonsoir. Bonsoir, Donna. Mister Bolo, qui c'est qui là? Bonsoir. Bonsoir. Christian Otato, bonsoir. Serge Koubolo, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, le football africain en général et ghanéen en particulier est en deuil, en tout cas la mort du Ghanéen, avec image à l'appui. Mister Rado passé du côté de la régie. La mort du Ghanéen Christian Atou dans le tremblement de terre en Turquie. En tout cas, il fait partie des nombreuses victimes décédées lors de ce tremblement de terre qui a donc touché la Turquie et la Syrie. Il a été donc retrouvé mort le 18 février 2023. Et le corps sans vie de l'ancien ailier de Chelsea et de Newcastle, en tout cas, a été rapatrié à Accra, au Ghana, son pays d'origine. C'est bien dommage pour le football africain. Christian Tato. Effectivement, comme vous venez de le dire, Christian Atou nous a laissé après avoir écouté le choc, le séisme, l'écroulement du domicile lorsqu'on était en train de retrouver les corps d'autres victimes de ces secousses. Le monde du football ghanéen, en particulier l'Africain, le monde du football africain en général, s'attendait à bel et bien à ce qu'il puisse être parmi les survivants. Malheureusement, on a eu la lourde, la douloureuse information d'apprendre que Christian Atou nous a quittés. L'un des meilleurs du football ghanéen, Mister Bello. Alors, lorsque vous perdez un tel talent, c'est difficile à consommer. Oui, très difficile. Déjà, on a vu les pleurs lorsque la dépôt de Christian Atou est arrivé hier à Accra. On a senti vraiment la joie que ce joueur a apporté au public ghanéen. Et on se souvient encore du très beau but qu'il a marqué lors de la Coupe d'Afrique au Ghana en 2008 face à la Guinée. C'est vraiment l'image que les Ghanéens retiendra de Christian Atou. Et je pense qu'il est parti, pas seulement comme ça, mais lors de la dernière journée du championnat turc, avec son club de Antalya, il a réussi à marquer un but à la 93e minute qui avait donné victoire à son club avant le tremblement de terre dans la ville de Antalya. Vraiment, c'est triste. Paix à son âme. Paix à son âme, Sagesse Mbongo. Oui, quand vous perdez une star de cette dimension, de cet acabit, en tout cas avec un volume de jeu soutenu, oui. Il y a lieu que le continent africain se mette en deuil comme nous le faisons maintenant. Et c'est un regret pour les Africains de perdre de jeunes talents qui pouvaient peut-être profiter de faire épanouir le football africain. Mais malheureusement, cela est arrivé. C'est le chemin que tout le monde est appelé à partir. Son jour est arrivé. En tout cas, nous pouvons souhaiter des condoléances à tous les sportifs africains, mais généralement, plus particulièrement plutôt, à sa famille biologique. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va la vie. Nous allons à présent parler du handball avec la finale du tournoi de mise en jambe organisé par la Ligue départementale de handball de Brazzaville avec cette finale qui a mis aux prises la DGSP à l'AS Auto. Une finale qui aurait pu bien se terminer, mais malheureusement,
par ce carton rouge qui ne cesse de défrayer la chronique à travers les artères de la ville capitale. Carton rouge infligé à Chanel Mambou. Mais avant d'en parler justement, je m'en vais tout d'abord vous emmener du côté de la régie où nous allons suivre ce reportage que nous avions réalisé et nous allons revenir sur ce plateau pour parler justement de cette action. Suivez. Les amoureux de la petite balle ont eu droit à une finale relevée et âprement disputée entre les deux meilleurs clubs seniors dames de la ville capitale. Une rencontre qui aurait pu véritablement répondre aux attentes du public venu assez nombreux. Malheureusement, dès la 13e minute du match, l'arbitre Cédric Ngatili inflige un carton rouge à l'ailière gauche de la DGSP. Selon lui, Chanel Mambou a joué le ballon de 107 mètres sur le visage de la gardienne de l'AS Auto. Et lorsqu'on a revu l'action, c'est plutôt sur la poitrine que la gardienne de l'AS Auto a enrayé le ballon. Qu'à cela ne tienne, la fête du handball s'est poursuivie et a été remportée par l'AS Auto par 29-28. Après bien évidemment prolongation. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, 25 buts partout. Et à la mi-temps, c'est la DGSP qui menait par un but d'écart, soit 15-14. Ce choc est comme l'hirondelle qui annonce le printemps pour les championnats départementaux qui, à première vue, seront des nouveaux très relevés. Ce tournoi a permis à toutes les équipes de voir ce qu'ils avaient commencé à préparer avant. Donc chaque équipe qui a commencé à s'entraîner depuis un moment, aujourd'hui a vu le premier pas de ses résultats. Ils vont corriger. Et comme nous aussi, au niveau de la Ligue, on avait mis 2 arbitres, on a mis 2 officiers de table, un stagiaire et tout et tout. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un chantier. Et on a, on va dire, 10 jours exactement pour corriger les bobos, parce que le 26, nous repartirons au franc. Les athlètes qui ont joué aujourd'hui, les Congolaises ou les locales, jouent ici depuis longtemps. Mais aujourd'hui, toutes, elles ont monté d'un cran. C'est la rivalité avec les Africaines qui sont arrivées, les autres étrangères. C'est ce que nous souhaitons. Et donc, il faut les encourager parce qu'elles ont senti que la rivalité est devenue dure. Il faut se mettre au travail. Et ça, c'est l'importance pour le championnat de Brazzaville. Nous, on est heureux de savoir que le championnat promet. Et puis, bon, nous aussi, on va se débrouiller comme des grands garçons à les accompagner. Ça, il n'y a rien à faire. Bien avant ce derby, en junior homme, l'Étoile du Congo a battu en finale la jeunesse sportive de Wenze par 31-24. Et parlant des premières finales, ce sont les seniors hommes qui ont ouvert le bal dans la matinée. Aaneto a eu raison de l'Interclub par 30-27. Et chez les juniors dames, l'Étoile du Congo a remporté la finale en battant la jeunesse sportive de Wenze par 31-24. Les championnats départementaux de handball qui vont être lancés le 26 février prochain s'annoncent explosifs. Alors, l'arbitre Cédric Ngantili du match de la finale DGSP AS Auto, qu'a-t-il vu sur ce 7 mètres de Chanel Mambou pour que ce dernier puisse lui infliger un carton rouge? Le ballon de Mambou Chanel a-t-il heurté le visage de la gardienne de l'AS Auto ou bien ce ballon a heurté la poitrine de la gardienne? En tout cas, mesdames et messieurs, nous avons sélectionné une image pour permettre à tout un chacun de se faire justement une opinion sur justement cette action qui, je vous l'ai dit, a gâché la fête. Suivez.
clairement. Voilà, en tout cas, cette action, mesdames et messieurs, comme je vous le dis, ne cesse de défrayer la chronique à travers les artères de la ville capitale. Alors, Mr. Bello Kisikila, cette action de 7 mètres de Chanel Mambo. Mais je pense que l'arbitre a été mieux placé pour nous dire pourquoi il a eu infligé un carton rouge. Vraiment, parce qu'on voit l'action, moi je pense pas qu'il y avait un carton, le joueur méritait un carton rouge. Parce que le joueur a simplement tiré le ballon et la gardienne a contré, c'est la poitrine, on voit l'action, vous sentez comment c'est la poitrine, mais l'arbitre a bien jugé pour lui car il était bien placé que nous, il était en l'air de jeu, il a jugé que le joueur a mal tiré et il a opté pour un carton rouge. Christian Tato, cette action de but, c'est 7 mètres de Suzanne Mambo. Oui, les 7 mètres de Suzanne Mambo font couler beaucoup d'encre, mais je pense que l'arbitre aussi n'a pas été aidé dans cette circonstance parce que nous sommes aujourd'hui au siècle du numérique. Le gymnase que nous avons est un gymnase moderne. Qu'est-ce qui aurait empêché que sur l'écran du gymnase, là où on a l'habitude d'afficher toujours les compositions des équipes, le score, il n'y a pas un petit écran pour permettre à l'arbitre, avant de prendre sa décision, aller quand même resuivre le ralenti, parce qu'à bien voir l'image comme nous sommes en train de la voir là, bien qu'elle est plus éloignée, mais ça nous montre que ce n'est pas la face, c'est le sein gauche. Le ballon a rebondi vraiment sur le sein gauche de la joueuse. L'arbitre aurait dû avoir une technologie lui permettant de revoir le ralenti avant de décider. Je ne pense pas qu'il serait tombé vraiment dans ce piège parce qu'on voit bien la joueuse. Dès qu'elle va, dès que la balle tombe, elle a la face, elle a la main plutôt, les deux mains sur sa face et elle se met elle a poussé un cri de détresse qui a automatiquement amené l'arbitre à décider que le ballon lui a touché la face. La gardienne a été plus intelligente que l'arbitre, c'est ça? Effectivement, elle a réussi son coup parce que l'arbitre, technologiquement, n'a pas été assisté pour pouvoir revoir l'action et décider si effectivement c'était la face ou si c'était la poitrine. Alors, sagesse, maintenant que le numérique nous met devant un fait accompli. Bon, écoutez, moi je peux avoir un avis contraire avec Christian, mais au même moment je peux aussi l'épauler. Dans la mesure où l'arbitre n'a pas été aidé par ses coéquipiers, c'est-à-dire ses collègues, qui pouvaient peut-être le demander de mais plus après, ils se concertent. Apparemment, tous les arbitres ont cru que le ballon a heurté le visage de la gardienne. Il faut suivre la préaction. La préaction. La préaction. Quand l'arbitre va vers la gardienne qui est couchée, c'est là où elle décide bondir le carton. Parce que la gardienne lui dit certainement non mais le ballon m'a heurté mon visage. Regardons même la main, le geste de la joueuse. La vitesse d'exécution, c'est là on peut se dire que non, l'arbitre a été simplement trompé. Parce bien sûr, ça s'est passé à une vitesse laser. L'arbitre n'a pas de ralenti. Il n'y a pas de ralenti, oui. Non, Donald, ça se passe entre, lorsque je vois bien l'image, ça se passe entre le menton gauche et une partie de la poitrine. Tout à fait. Mais ce qui est vrai qu'il y a une partie de la balle qui touche au moins vers les lèvres et la bouche. Et là, c'est une partie qui est érogène, qui est très sensible. Donc ça peut susciter des blessures. Monsieur Radio Passy, faites-nous couler cette image afin qu'on puisse bien la revoir. Ça peut susciter des blessures au niveau de la bouche ou de la lèvre inférieure. Est-ce que c'est parce que l'arbitre a constaté quand il est parti regarder la gardienne couchée? Quand tu essaies de regarder ce ballon-là, ça ne touche aucunement la lèvre comme tu le penses. Regardez bien. Déjà même quand on voit l'image, ça ne touche pas le visage. Le ballon touche la poitrine et ça ressort. Elle met la main sur la face. Tout à fait, oui, juste pour embrouiller l'arbitre. En erreur. Elle a bien joué avec l'arbitre. Effectivement. Elle a réussi son coup alors. Voyons un peu, ne nous intéressons pas seulement à l'image de la gardienne. Merci à Roline Toutou qui a bien fait pour nous rapprocher cette image-là. La réaction de la gardienne, plutôt de l'arbitre. Mais la gardienne est consciente que non, mais il suffit que le ballon heurte mon visage, c'est un carton rouge. Et elle a joué juste à son jeu. Si on regarde même, là où ça attire plus notre attention, la tête se baisse. Voilà. Elle vient vers le ballon. Mais comment un ballon qui vient toucher ta face, c'est à toi encore de baisser ta tête? C'est là où on dit que le ralenti... On comprend tout simplement qu'elle a cherché à induire l'autre en erreur. Elle a induit l'arbitre en erreur. Tout à fait, oui. Parce que
regardant déjà sa taille, elle se baissait pour chercher à prendre le ballon. Je ne sais pas si... Étant consciente que Chanel Mambou, c'est l'une des meilleures joueurs de la DGSP et que si et seulement si elle pouvait faire croire à l'arbitre que le ballon a heurté le visage, c'est un carton rouge. Évidemment, elle a joué avec l'arbitre. C'est vrai que le règlement dit cela. Mais en principe, regardons de maintenant... et puis il faudrait qu'elle soit, immobile. Or, ça veut dire que là, la gardienne est mobile. Après cette action, qu'est-ce que l'arbitre fait? Il se va vers... rapproche-t-il de la gardienne qui est couchée ou bien il reste d'abord discuter, à échanger avec la joueuse qui il vient d'abord vers la gardienne qui est en train de... Et là, la gardienne a mis les mains au visage pour prendre la décision. S'il pose la question à la gardienne, est-ce que le ballon t'a heurté le visage? La réponse est connue. Elle dira oui. La gardienne ne saignait pas. Elle dira oui. Il peut poser la question, mais est-ce que la gardienne ne saignait pas? C'est ça. Bon, voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est quand même une action qui a gâché la fête ce jour-là, mais qu'à cela ne tienne, cette finale s'est poursuivie et remportée par l'AS Auto par un but d'écart. Nous allons simplement demander à la commission d'arbitre de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, en tout cas, s'il y a possibilité de renvoyer tous les arbitres à un séminaire avant, bien évidemment, le début du championnat. Sinon, pour ces genres de bêtises, alors ça peut coûter gros, mais... ça ne sera pas beau que une telle finale puisse être gâchée pour une simple action mal jugée par l'arbitre Cédric Ngatili. Nous allons poursuivre cette émission, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, parlons judo. Je vous l'ai dit, de la vitrine de Sport 45 de ce soir, du côté du gymnase de Kintele. Voilà, l'heure était à la clôture du stage des arbitres organisé par la Fédération congolaise de judo et discipline associée du président Francis Atta Asiokara. Suivez. Les 85 arbitres du judo venus des 8 départements de la République viennent de renforcer leur capacité sur les nouvelles règles de cette discipline. C'était au terme du stage de formation de la deuxième promotion qui a eu pour thème « Comment devenir un arbitre de judo ?» En pareille circonstance, quelques récipiendaires n'ont pas tari d'éloges. C'est un séminaire très riche, vraiment riche en tout et pour tout, avec une ambiance vraiment animé, bien animé. Si on peut encore continuer dans cet élan, ça sera vraiment une bonne chose, une très bonne chose pour la formation, l'encadrement des jeunes arbitres, surtout ceux qui sortent des départements. Comme à chaque fin d'une session de formation, des diplômes ont été décernés aux différents stagiaires. Et c'est le représentant du directeur général des sports qui a été à la manœuvre. Les experts aussi ont reçu des diplômes de fin de formation, diplômes remis par le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. La presse sportive qui ne cesse d'accompagner la fédération dans différentes activités n'a pas été laissée pour compte. Elle a aussi reçu des attestations de reconnaissance et pour le compte de la DIRTV internationale, le diplôme a été reçu par Wilfried Boba du service des sports. La directrice du centre culturel russe présente à cette cérémonie de clôture n'a pas manqué de remettre quelques diplômes. Rappelons que pendant quasiment une semaine, les séminaristes ont suivi plusieurs communications, notamment sur les 12 règles d'arbitrage, le rôle et mission d'un officiel de table, l'éthique, la déontologie, l'organisation d'une compétition de judo et autres. Voilà, session du côté de la Fédération congolaise de handball, mesdames et messieurs, eh bien, la grosse information à retenir, c'est le limogeage du staff technique des Diables Rouges à Prime. Je ne vous en dis pas plus, suivez un extrait du communiqué final qui a été rendu par Boniface Karl Malalou, vice-président de la Fédération congolaise de football. Au regard du rapport des missions d'Ichan Algérie 2022, le comité exécutif a résolu de mettre fin aux fonctions du staff technique en charge de l'équipe ayant participé à ce championnat. Une décision entérinera ultérieurement cette résolution. Oui, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce désagrément. Avant donc de parler limogeage du staff technique des Diables Rouges à Prime, nous allons rester du côté du gymnase de Kintele où
la clôture de ce stage de formation a été rehaussée de la présence de la directrice du centre culturel russe, partenaire justement de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. À la fin, bien évidemment, de cette session de formation, elle nous a donné ses sentiments. Suivez-la. Permettez-moi de féliciter les fédérations, parce que les fédérations ont fait beaucoup pour que ce sport se promouvoie au Congo. Et moi, je les félicite pour cette formation des arbitres. Et je vois qu'également, il y a parmi les arbitres certaines femmes qui s'intéressent à ce sport. Et en ce qui concerne ma présence, il faut bien souligner que depuis l'année dernière, on est devenu le partenaire avec les fédérations, et les fédérations ont ouvert le club à la Maison Russe, et on tient beaucoup à ces compétences que la fédération donne aux jeunes qui fréquentent notre Maison Russe. On travaille sur les possibilités d'avoir les partenariats entre les fédérations russes et les fédérations du Congo, mais pour l'instant, c'est très tôt de dévoiler tous les détails. Voilà, parlons à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la deuxième session du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Entre autres décisions, le limogeage du staff technique de Diable Rouge à Prime avec à sa tête Jean Elingoya. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt un extrait du communiqué final qui a été rendu public par le vice-président de la Fédération congolaise de football, Boniface Karl Malalou. Au regard du rapport des missions d'Ichan Algérie 2022, le comité exécutif a résolu de mettre fin aux fonctions du staff technique en charge de l'équipe ayant participé à ce championnat. Une décision entérinera ultérieurement cette résolution. Alors, Christian Tato, l'une des décisions justement de cette deuxième session du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, contre toute attente, le limogeage du staff technique du CHAN. Diable Rouge après. Réaction. Le communiqué de la Fédération congolaise de football, la raison plutôt, j'allais dire, de cette décision a été bel et bien claire. Ils ont énuméré l'insuffisance de résultats, puisqu'ils ont dit le CHAN 2018, le Congo était quart de finaliste, le CHAN 2020, quart de finaliste 2022, minimum, quart de finale ou la demi-finale maxi. Ne l'ayant pas atteint, ils ont dû donc rompre avec ce staff. Donc on ne peut que dire qu'il y a la raison, bel et bien d'être, sur l'argument qu'ils ont avancé, qu'on espère bel et bien qui avait été mis en avant même la prise de fonction de ce staff. Bello. Moi je pense que c'est clair et le coach méritait plus sa place. D'aucuns pensent que c'est trop tôt. Je pense que c'est pas trop tôt, c'est peut-être le meilleur moment pour moi. Je pense que si on attendait depuis si longtemps, on doit se dire que non, il y a encore un entraîneur impossible de ramener quelqu'un. Je pense qu'il était temps à Fekoufou de faire l'annonce que non, on met fin au contrat qui nous lie avec le sélectionneur Elingoya pour permettre aux autres candidats de postuler peut-être s'il faut dans l'avenir, car le résultat que le sélectionneur nous a emmené du côté de l'Algérie, c'était carrément négatif et le Congo méritait mieux. Malheureusement, le Congo qui avait peut-être l'ambition d'aller plus loin s'est retrouvé éliminé, 0 victoire, aucun but marqué. Je pense que c'est triste avec le statut que nous avons eu dernièrement lors du dernier CHAN. Je pense que le sélectionneur ne méritait pas sa place. Sagesse Mbongo. Donald, une réponse musclée pour la Fédération congolaise de football, une réaction même à admirer, à accepter, mais il y a toujours un mais qui s'impose parce que ça s'impose. Pourquoi? Parce que nous avions enregistré beaucoup d'entraîneurs qui ont fait le même mauvais résultat que Elingoya, mais ces entraîneurs ont été maintenus et pendant longtemps. Même quand... tu fais allusion à quel entraîneur? Non, je pense déjà à Sébastien Migné. Avant qu'il ne parte, et Sébastien Migné a brillé par des mauvais résultats. Pierre Lecentre, idem. Et bien sûr, c'est lui qui venait de partir, Valdo. Et c'est bien sûr aussi, c'est lui qui est là avec les Diables Rouges A. Là aussi, il n'y a pas de bons résultats, mais il est là. Mais Elingoya a-t-il la malchance
d'être le premier à être sanctionné de la sorte? Je ne sais pas, peut-être ça ne fait que commencer. Nous faisons confiance à la Fédération congolaise de football. Et ce qui est sûr est que Elie Ngoya a l'habitude de démissionner lui-même. Et cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Avec le U23, quand ça n'a pas marché, il a démissionné. Il a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge. Et cette fois, nous savions que le CHAN, c'est pratiquement tous les 2 ans. Donc, si on garde un arbitre, un entraîneur, sinon un sélectionneur comme ça, c'est pour faire quoi avec lui? Raison de plus pour que Elie Ngoya soit remercié. Surtout qu'il est passé à côté des objectifs. Il est passé à côté des objectifs. Mais avec de quelle manière? Il y a aussi les finances. Elie Ngoya, c'est une grande bouche. Il a exprimé ce qu'il pensait. C'est le courageux Congolais coach qui a en quelque sorte aussi rivalisé l'autorité sportive congolaise concernant le traitement qu'on pouvait l'affliger et aussi ses poulains. Nous avons vécu avec les Diables Rouges comment ils sont arrivés à Brazzaville après le CHAN. C'est en 2 vagues. C'est pas acceptable pour un pays comme le Congo. Même avant le CHAN. Oui, c'est pas acceptable pour un pays comme le Congo que les joueurs viennent en 2 vagues. Pourquoi? Pourquoi ça doit se passer comme ça? Ça réalise, c'est-à-dire ça donne raison à Elie Ngoya que les joueurs et le staff n'ont pas été bien traités et la compétition n'a pas été mieux préparée. Mais comme dans ce monde, on n'aime pas celui qui crache la vérité, on finit toujours par prendre une décision contre lui avant qu'il ne puisse éclabousser d'autres vérités. Avant de poursuivre le débat, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté de la régie pour aller prendre l'avis d'un confrère. Lui, c'est Aubin Benjamin Kaya. Et nous nous retrouverons juste après pour poursuivre justement le débat sur le limogeage du staff technique des Diables Rouges à Prime. Je pense que c'était prévisible. Pour les analystes sportifs, ils savaient déjà qu'on allait en arriver là. Parce que Elie Ngoya a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale A' avec des objectifs précis. Et je pense que déjà la qualification était très poussive. Nous avons tous vu comment l'équipe s'est qualifiée dans la douleur. Et la préparation n'a pas été à la hauteur. Et le CHAN, je pense que c'est la plus piètre des équipes que le Congo, qui a représenté le Congo au CHAN. Et donc, au regard de ces résultats, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce que les prédécesseurs ont été limogés pour insuffisance de résultats. Et lui, avec tout ce fiasco, je pense qu'il ne pouvait pas résister. Mais je pense qu'il faut éviter de personnaliser le débat. Il s'agit de toute une équipe qui vient d'être limogée. C'est vrai que c'est lui qui a la tête et il assume l'entière responsabilité. Mais il y a quand même un hic qu'il faut relever. C'est le fait que M. Elie Ngoya arrive en équipe nationale avec une ossature basée sur Otto et Diable Noir. Mais quelque temps après, la majorité des cadres ont désisté parce qu'ils ont eu des contrats à l'étranger. Je pense par exemple à des joueurs aussi pertinents que Mwanza Mapata ou encore OCT Harvey, même si on aime bien le repousser en équipe nationale, mais je crois que les prestations de Bissiki aujourd'hui, au niveau de Lupopo, prouvent à suffisance que c'est un garçon qui pouvait bien apporter beaucoup de choses dans cette équipe. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même ce hic qu'il faut relever, que Elie Ngoya n'a pas eu l'ossature qu'il souhaitait avoir. Il y a eu beaucoup de départs, ça a joué en sa défaveur. Et bon, comme le contrat était basé sur la base de résultats, il fallait bien que cela arrive. Et moi, je me dis que c'est quand même une tâche dans son parcours parce qu'il a d'abord démissionné avec les U23 et il est revenu contre toute attente. Et là, il est remercié par la hiérarchie. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il va gérer la suite, mais l'équipe nationale mérite mieux que cela. Et nous avons été très déçus de voir cette équipe dans un groupe assez faible, hein. Je pense que je pèse même. Oui, je pense que je dois peser mes mots. Lorsque vous êtes avec une équipe camerounaise qui a pratiquement connu un fiasco dans cette compétition et une équipe nigérienne qui était moyenne, mais qui est arrivée par exemple jusqu'en quart de finale ou en demi-finale, ça veut dire tout simplement que le Congo avait sa carte à jouer, mais on n'a pas su gérer. Il y a aussi un problème d'effectif puisque les Congolais ne sont pas assez bosseurs. Depuis un moment, on remarque que les joueurs ne se donnent pas à fond, que ce soit les locaux ou les professionnels qui arrivent. C'est pratiquement le même défi à relever. Pas assez de joueurs percutants en attaque pour créer des occasions et marquer des buts. Une défense assez fébrile qui finit toujours par encaisser. Et il y a eu les états généraux du football, c'est vrai, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur ce problème qui devient très épineux. Le football congolais souffre d'un problème technique et à la base, il y a un problème d'encadrement.
des joueurs, mais il y a aussi le fait que nous avons des techniciens qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Alors, Christian Tato, toujours à propos justement de cette grosse décision prise par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, notamment sur le limogeage du staff technique des Diables Rouges à Prime. Et oui, nous venons de suivre le confrère Benjamin Kaya qui a évoqué que cette décision ne l'aurait pas surpris. Mais je pense aussi que c'est l'opportunité de revenir sur les mots de mon prédécesseur Mbongu, qui se demandait est-ce que c'est la malchance, parce qu'on en a vu les premiers résultats de Pierre Lechantre, les résultats de Sébastien Migné, de Valdo, ils n'ont pas. Il faut bel et bien notifier que Elingoya n'avait aucun contrat avec le Congo. Puisque lorsque le contrat de travail de Paul Put se signait, il avait été bel et bien notifié que Paul Put prendra la charge de l'équipe A et de l'équipe A'. Les raisons sanitaires empêchant Paul Put de pouvoir être en mesure de se lever ont fait que les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Congo, c'est avec son adjoint que le Congo a eu à faire ces matchs. Exactement, oui. C'est avec son adjoint. Donc pour l'équipe du Chad, comment se fait-il que Dan Sondé, par exemple, qui est proche de Paul Put, n'était pas du tout dans le staff comment on appelle, de ce Chad? Pourquoi, si au cas où Paul Put ne peut pas être là, son adjoint, ne vivant pas ici au Congo, n'est pas en mesure, pourquoi ça n'a pas été Dan Sondé, par exemple, qui déjà travaille avec Paul Put? Donc c'est là où on va se dire la facilité avec laquelle Elingoya a pu venir au niveau à la tête de cette équipe du Chad. C'est cette même facilité qui l'a fait partir. Parce que s'il avait... C'est une cacophonie. S'il avait un contrat et qu'il y avait bel et bien des clauses bien notifiées sur son contrat, même aujourd'hui, étant parti, il y a des réclamations dont il doit faire état. Donc il y a quelque part aussi cela. Il n'a pas eu un contrat et il ne faut pas l'oublier qu'il y a eu aussi beaucoup de bévues qu'il a eu à commettre. Tel que là, par exemple, l'arrivée en Algérie. On a appris l'ajout de 3 personnes dans la délégation. Qui n'était pas sur la liste initiale. Il n'était pas sur la liste initiale. C'est avec quel pouvoir que ces gens ont pu intégrer la liste de la délégation qui est allée au Chad. Orchestré par qui? C'est ça. Donc c'est Jean Elingoya? Par lui-même, Jean Elingoya. Parce qu'on a eu des confrères qui ont eu à nous éclaircir que non, avant même qu'il ne puisse partir d'ici, il avait déjà dit qu'il a 3 personnes qui vont le rejoindre là-bas. Ces 3 personnes devront le rejoindre là-bas. Pourquoi, au moment où le secrétariat de la fédération dressait la liste des membres de la délégation, n'ont pas inséré les noms de ces personnes? Christian, on a enregistré la présence de Cyril Ndoga à ses côtés. Comment Cyril est arrivé? C'est tout ça. Ouais, quand on regarde, puisque le communiqué de football qui a pensé que Cyril pouvait venir en appoint au staff technique de cette équipe. Est-ce que c'est la fédération vraiment? Parce que cette affaire aussi a fait couler beaucoup d'encre. Parce que la décision du 30 mai 2022 de la fédération qui évoquait la présence la mise en place plutôt de ce staff, on avait bel et bien Elingoya comme sélectionneur, Dan Sondé comme adjoint, Kalana Jean-Pierre comme entraîneur de gardien, et Pelé Prince Régis comme préparateur physique, Okulwa Tchongo Alain comme médecin, kiné, intendant, Kaziri Nicolas. Mais est-ce que tous ces membres-là étaient avec Elingoya au Chad? Ça veut dire que Cyril n'est pas sur la note. Il n'est pas là. Comment il apparaît? Comment il apparaît? Et quand il apparaît, donc ayant peut-être constaté quelques insuffisances et la fédération prend la décision que Cyril Ndonga vienne en appoint à ce staff technique. Peut-être ça s'est fait. Effectivement, est-ce que cela s'est fait de manière administrative ou cela s'est fait juste non, je ne veux pas travailler avec Bello, je ne veux pas travailler avec Kaku, je ne veux pas travailler avec Mbungu. Allez-y, je mets ce que je veux. Voilà. Donc, c'est là où on parle vraiment aussi qu'il y a eu aussi trop de laisser aller qui nous a amené jusqu'à cette situation. Alors, Serge Kouboulo-Kiana, d'aucuns pensent que c'était peut-être trop injuste à la Fédération congolaise de limoger le staff technique pendant que le patron de ce staff technique, Jean Elingoya, n'est pas à Brazzaville, mais disons n'est pas au Congo, mais plutôt en Belgique. Bon, pour moi, je dirais très bien que cela n'est pas injuste parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis, après le résultat qu'ils ont eu à faire. Tout à fait, évidemment, après le résultat qu'il a eu à faire tout au long de cette compétition. On sait très bien que le Congo, c'est une équipe qui est habituée au quart de finale.
mais avec un résultat qu'il a eu à faire tout au long de ce CHAN, et avec le nombre de buts qui n'ont pas eu, que les attaquants n'ont pas pu mettre. On s'attendait à ça, Et aussi, ce que Christian a eu à évoquer tout à l'heure, on se rend compte que lui-même, il a eu à faire des choses que personne n'a eu à lui demander. Donc déjà, son limogeage n'est pas du tout surprenant. Mais Sagesse Mbungu, quand on sait que tout ce qui s'est passé pour que cette équipe des Diables Rouges arrive du côté d'Oran, là où ils ont évolué, avec les tracasseries de voyage, quasiment 3 jours de voyage, dormir dans les aéroports, est-ce que ça n'a pas été également un facteur qui puisse déstabiliser justement cette équipe des Diables Rouges? De toute façon, lorsque nous sortons de la qualification des Diables Rouges face à la RCA, Elie Ngoya a eu à énumérer certains points. Il a dit, ce que vous voulez que nous partions loin, mettez les moyens en place. Qui veut aller loin menace à monter. Voilà, mais les moyens ne lui ont pas été mis en place. Il faut mettre les points sur les i. Nous n'allons pas seulement... Moi, je pense que Elie Ngoya, limogé, oui. Mais pour quelle raison? Pas parce que par insuffisance de résultats, mais par indiscipline. Là, je suis avec la fédération. En tout cas, c'est... Le débat est tellement passionnant, mesdames et messieurs. La télévision, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je pense que nous allons revenir sur un plateau spécial au sujet justement de ce limogeage du sélectionneur des Diables Rouges après Jean-Elie Ngoya. Parlons à présent Diable Noir qui est allé tenir en échec le Daring Club Motema Pembe du côté de Luanda. C'est en Angola, en match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Bello. Oui, je pense qu'un très bon résultat et un mauvais résultat à la fois pour les Diabletins, car Diable Noir méritait mieux. Malheureusement, ils n'ont pas su profiter de quelques actions qu'ils ont obtenues. Et un but qui devait être validé, malheureusement, qui a été invalidé par l'arbitre. Et Diable Noir rentre au pays avec un point. Mais je pense que là, la compétition commence. Ce n'est pas un précieux point, non? Un point précieux, non? Un point piège, si on peut le dire ainsi. Car, un point piège. Oui, car le dernier a 1 point, le troisième a 2 points, le deuxième a 3 points, le premier a 4 points. Donc juste 3 points séparent de la première à la dernière place. Et Diable Noir a une double confrontation très capitale face aux erreurs de ASEC en aller-retour. Et l'aller va se jouer du côté d'ASEC. Si vous voyez le match entre ASEC Mimosa et River United, c'est pratiquement la même philosophie du match Diable Noir River. Une équipe 3-0. Une équipe qui a des actions qui marquent et une équipe qui sait conserver le ballon. Mais je pense que le match Diable Noir DSMP, le coach a vraiment péché tactiquement parce qu'il y a eu beaucoup de choix qu'il ne fallait pas faire. Car lorsque vous jouez face à une équipe qui sait défendre, qui joue en bloc bas, en bloc médian, on n'a pas besoin d'avoir un avant-centre de fixation qui ne sait pas bouger car Jaurès a eu du mal à créer des espaces. Il fallait un joueur comme Tulengana Chelma qui était le SL Léopard, pointer Karl Ounda en pointe et écarter Dewi Masumu et Tulengana. On devait créer l'espace car Joël Muzivico, le milieu de terrain, a eu beaucoup de balles mais peu de créativité au niveau de l'attaque et Jaurès se plaçait mal. On a confondu vitesse et prestation au niveau de l'attaque car Diable Noir a eu des actions, malheureusement, ils ont péché par la maladresse. Christian Tato, les Diabletons devraient nourrir des regrets à l'issue justement de ce match? Effectivement, ils ont des regrets à se nourrir, ces Diabletins, surtout que du côté du Nigeria, l'équipe de Rivers United s'est imposée sur le score de 3-0 contre ASEC. Donc, si les 2 points perdus auraient permis vraiment à Diable Noir de prendre du large sur ses 2 prochains adversaires et aussi lui permettre vraiment, en cas de mieux se comporter, ne pas perdre contre la SEC lors de la 3e et 4e journée pour prendre une option sérieuse pour la qualification au tour suivant. Sagesse Mbungu, 0 but partout du côté de Luanda, en Angola, entre Diable Noir et le Daring Club Motema Pembe. Barthélémy Ngassonou qui jouait contre son ancien club. Je ne sais pas si parmi les millions de Congolais qui ont suivi le match, si j'étais le plus déçu de tous les Congolais. Déçu de la prestation des Diables Noirs? En tout cas, la prestation des Diables Noirs m'a totalement déçu. Parce qu'ils avaient l'occasion de tuer le match et de prendre la tête seule de cette poule. Lorsque nous regardons par exemple le groupe C de la Ligue des Champions, le Raja gagne 5-0 face à Vipé. Quand il voyage à Simba, à l'étranger, il gagne 3-0. Ce sont des équipes qui savent voyager. Exactement. Et
Diable Noir, pour un départ, ils étaient, disons, au sortir de la première journée, Diable Noir est le club favori de cette poule. Et curieusement, à la deuxième journée, je pense que Diable Noir n'a plus le même, le même chance d'être parmi. Il n'a plus son destin en main. Il n'a plus le destin en main. Parce que le DSMP peut se réveiller un jour et ça sera compliqué pour Diable Noir. Du côté de Luanda, mesdames et messieurs, on nous a signalé qu'un but diabletin a été refusé. Nous allons d'abord repartir du côté de Luanda pour essayer de regarder ce but refusé afin que chacun de nous se fasse une opinion. Mais moi, je pense que sur l'action, si on peut revoir l'action, je pense que là, l'arbitre a raison. Pourquoi? Parce que le joueur... les avis sont partagés. Oui, le joueur qui est devant Monsieur Radopassi, prière de nous le joueur rebalancer cet extrait. Qui est devant Kalunda influence carrément l'action. Le ballon n'est pas venu vers ce joueur. Écoutons, monsieur Christian, simplement l'action. Oui. Le ballon qui vient, le joueur influence l'action et Domi qui est au milieu de la défense du DSMP sort en premier. Donc, dès que le joueur bouge, l'arbitre a le droit de siffler leur jeu. La balle n'était pas à destination du joueur en position d'hors-jeu. C'est parce que nous sommes le ballon était au deuxième poteau. Arrivés au terme de cette émission. Le ballon va influence simplement la jeu. Regardons, le ballon va où? Le ballon n'est pas au premier poteau. Le ballon est au deuxième poteau. On siffle hors jeu quand le ballon vient vers celui qui est opposé. Le premier joueur diabletin que nous aurons sur la surface influence l'action du jeu. Il est hors jeu. Celui qui ne va pas vers lui. Influence l'action du but et il y a eu deux appels. Le ballon ne vient pas vers lui. Le ballon ne vient pas vers lui. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que ne vient pas vers lui, il n'y a pas hors jeu. Le débat est tellement passionnant, on aurait dû avoir un arbitre, un technicien, un spécialiste sur ce plateau afin d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Nous allons rapidement repartir du côté de la régie pour essayer de regarder comment est-ce que les choses se sont passées dans les autres résultats justement de cette deuxième journée. Christian Tato. Et oui, comme vous le dites, nous allons découvrir les résultats de cette deuxième journée qui ont été marqués. On commence par la Coupe de la Confédération. Effectivement, par la Coupe de la Confédération avec la complicité de la régie. Nous allons présenter à nos téléspectateurs les différents résultats enregistrés lors de cette deuxième journée où le Saint-Éloi Lupopo a été surpris face au Mauro Galante en perdant 2-1. L'AS Real de Bamako a fait un match nul face à l'US Monastir. Rivers United a pris le dessus 3-0 face à la SEC Mimosa. Future Football Club a fait match nul 1-1 face au Pyramide FC. Le Al Akdar a fait match nul 1-1 également face à l'USM Alger. Le Youngs Africans a pris le dessus 3-1 face au tout-puissant Mazembe. L'Asfar Club a cartonné contre l'Asco de Kara, 5-1 et le match d'Arin Club Motema Pembe Diable Noir s'est soldé par un score nul de 0-0 et déjà là nous regardons le groupe de Diable Noir en tête avec 4 points. Rivers United avec 3 points, il s'est donc remis de sa défaite du stade Massamba Débat. Le Daring Club Motema Pembe a concédé son deuxième match nul et la SEC ferme la marche avec 1 point. Le groupe A, nous avons Marumo Galante seul en tête avec 6 points, suivi de l'USM Alger 4 points, le Al Akdar 1 point et le Saint-Éloi Lupopo de Bisiki Kisha avec 0 point au compteur.
Le groupe C, l'Asfar Club à 4 points, Pyramide FC à 2 points, Future FC à 2 points et Lasco de Cara 1 point. Et pour terminer avec ce classement, nous voyons dans le groupe D, l'US Monastir leader avec 4 points, Young Africans à 3 points, le tout-puissant Mazembe 3 points, l'As Real de Bamako à 1 point. Quelques résultats en C1, notamment en Ligue des Champions. Effectivement, en Ligue des Champions, comme nous le constatons, l'Al-Mérique a fait match nul 0-0 contre le Zamalek du Caire. Coton Sport a perdu 1 but contre 3 face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. La jeunesse sportive de Kabylie s'est imposée 1-0 contre le Wydad de Casablanca. Le tenant du titre a perdu. Le Al-Hilal a pris le dessus face au Al-Ali. Une autre surprise, les deux revenants de la Coupe du Monde des clubs champions ont perdu lors de cette deuxième journée. Vipers United a fait 0-0 contre l'Oraya, AC de Guinée. L'As Vita Club a perdu 1 but contre 2 face à l'Atlético, au Petro Atlético. Le Simba Sporting Club a perdu 0 contre 3 face au Raja de Casablanca. Et le Belouizdad a perdu 0 contre 1 face aux Tunisiens de l'Espérance Sportive. Donc, voilà le classement. Et oui, pour ce qui s'agit du classement, le groupe A se partage entre le Petro Atlético et la jeunesse sportive de Kabylie, qui ont tous deux 4 points. L'As Vita Club a 0 points, tout comme le Vita de Casablanca. Il faut notifier que ces deux clubs n'avaient pas joué lors de la première journée à cause effectivement des matchs de la Coupe du Monde des clubs champions. Donc ils ont un match de moins. Le groupe suivant, le groupe B, le Mamelodi Sundowns fait le carton plein, 6 sur 6. Suivi du Al-Hilal avec 3 points, un match joué par le Al-Ali et le Coton Sport, qui tous deux aussi ont 0 points, ce qui veut dire qu'ils vont s'affronter les jours qui suivent. Le groupe C, le Raja de Casablanca est seul en tête avec 6 points, suivi de l'Oroya, 4 points, Vipers à 1 point, le Simba de la Tanzanie à 0 points, et le groupe D, l'Espérance sportive de Tunis, leader avec 6 points, le Belouizdad à 3 points, le Zamalek du Caire 1 point et le Al-Merrek 1 point également. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est par une dépêche que nous allons boucler cette émission. Il s'agit de la CAN U20 qui se déroule là-bas du côté du Caire, c'est en Égypte. Eh bien, le Congo, bonne nouvelle pour les Congolais, puisque le Congo est en train de mener le Soudan du Sud par 1-0 dans quelques instants seulement. L'arbitre de ce match va donc siffler la partie. Christian Tato, nous souhaitons que le score en reste là afin que le Congo décroche ses 3 premiers points de cette Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement. C'est notre souhait puisque déjà dans le groupe où est logé le Congo, l'Ouganda a pris le dessus sur la Centrafrique 2-1. Empocher aussi ces 3 points, ça va être quelque chose d'important pour la suite de la compétition. Voilà, en tout cas, c'est donc par là que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci à Christian Tato, merci à Serge Désiré Koublokiana, Sergi Assambongo, merci à Kisikila Bello pour votre expertise. Merci, mesdames et messieurs, à toute l'équipe technique de la DRTV International. Quant à moi, je vous dis au revoir.